Bonsoir à tous, merci beaucoup, merci Max pour l'introduction. Donc vous l'aurez compris, je co-dirige une équipe sur l'obésité et le diabète, donc comme vous, je suis un passionné de sport. Et la question qui m'a été posée, que je vais essayer, pour laquelle je vais vous donner quelques analyses et réflexions, n'est pas l'objet de ma recherche au quotidien. Mais j'ai pris énormément de plaisir à préparer cette présentation. Et je remercie également Véronique David pour l'introduction, parce que Usain Bolt, ça reste un phénomène, c'est un athlète hors norme, et dont je vais parler également pendant ma présentation. Donc on est à quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo, et une question qui se pose et qui est présente vraiment dans le monde sportif, et a priori dans la tête des champions, c'est va-t-on encore battre des records ? Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut aller toujours plus vite ? Est-ce qu'on peut repousser ses limites ? Et jusqu'à quand ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer un plan de présentation en 4 points. On verra les 3 premiers points pendant la première partie de la présentation. Ensuite, on aura une pause parce qu'on est très impatient d'entendre la suite de l'histoire du développement personnel, je dirais, de Usain Bolt. Et dans une deuxième partie, si vous voulez bien, on regardera quels sont les moyens, qu'ils soient, on va dire, techniques, qu'ils soient liés à des facteurs sociologiques ou potentiellement pharmacologiques pour dépasser ces limites et les transgresser. Alors d'abord, je voulais commencer par peut-être définir, quand on parle de record, on pense à performance. Donc qu'est-ce que la performance au plan sportif ? Je vous ai mis ici une définition proposée par un ancien entraîneur russe, donc un entraîneur de volley-ball, qui a occupé des fonctions importantes dans la fédération de volley-ball russe, et qui pour lui exprime la performance sportive comme un ensemble de possibilités maximales d'un individu dans une discipline donnée et à un moment donné de son développement. Donc évidemment ici je vais essayer de focaliser mon propos aujourd'hui sur l'athlétisme, mais je ferai peut-être de temps en temps quelques références à d'autres disciplines hors athlétisme pour vous illustrer par exemple l'impact des innovations technologiques sur la transgression des limites et sur les records. Alors la performance, elle comprend plusieurs déterminants. Donc avant tout, évidemment, des déterminants qui sont de l'ordre biologique, sur lesquels je vais revenir dans la diapositive suivante. Et ensuite, on en a entendu parler déjà dans la lecture de Véronique David. Les aspects techniques et tactiques, en fonction des disciplines sportives, ils sont très importants. Alors, l'athlétisme, c'est peut-être pas les domaines dans lesquels ils sont les plus déterminants, mais dans les sports collectifs, par exemple, ou dans d'autres disciplines, évidemment, les aspects technico-tactiques sont très importants. Il y a aussi les aspects environnementaux, voilà, pour battre des records, par exemple, en fonction de la discipline, que ce soit sur les sprints, sur les lancers, sur les sauts. Les aspects environnementaux vont être importants, la température, l'hygrométrie, le vent et la direction du vent. Tous ces aspects-là peuvent avoir évidemment des impacts importants. Il y a aussi les aspects sociologiques. Les aspects sociologiques, ils sont de plusieurs ordres. Il y a évidemment les aspects économiques, c'est-à-dire on verra que évidemment c'est toujours les grandes puissances qui se partagent les médailles. On verra aussi que ces pays-là mettent les moyens et donc la science potentiellement et la technique au service des performances pour essayer de ramener davantage de médailles aux Jeux Olympiques, entre autres. Et enfin, il y a les aspects psychiques qui sont très importants. Les aspects psychiques, c'est évidemment tout ce qui regroupe les aspects force mentale, intelligence de course et éventuellement aussi gestion du stress. Alors, dans les déterminants biologiques, on peut les décliner en 3 domaines. Il y a l'aspect, on va dire, morphologique, l'aspect constitution, l'aspect corps humain. Évidemment, vous voyez qu'un des premiers déterminants, c'est l'âge. Malheureusement, on pourrait espérer garder un même niveau de performance toute sa vie, mais ce n'est pas le cas. Vous voyez ici cette belle courbe en cloche qui montre que si on graphe ici la vitesse de course, par exemple, en fonction de l'âge,
on va atteindre les pics de vitesse maximale, évidemment, entre 25 et 35 ans en fonction des disciplines. Si on est un coureur de marathon, on peut espérer encore être performant jusqu'à 40 ans, voire peut-être même un petit peu plus, mais ensuite, malheureusement, on va commencer à décliner. On va décliner pourquoi? Tout simplement parce que notre organisme va commencer à exprimer toutes ses limites. Dans les aspects constitution, évidemment, on verra, on l'a entendu parler pour Usain Bolt, la taille, 1m97, c'est un déterminant. Les basketteurs font plus de 2 mètres, et il y a certaines disciplines où la taille va être un déterminant. Le marathon, il vaut mieux avoir un petit gabarit. Quelqu'un comme Kipchoge, qui est le recordman actuel du monde de marathon, dont je vais reparler, il a plutôt un petit gabarit. C'est important d'avoir un petit gabarit parce qu'on élimine plus facilement la chaleur et donc évidemment on gagne de l'énergie à pas thermoréguler. Ensuite, il y a la composition corporelle. Donc la composition corporelle, les cyclistes, ils vont faire des régimes à base de corset tonique, on verra, pour perdre du poids, pour avoir le meilleur rapport poids-puissance possible, pour développer évidemment le plus de watts possible dans les cols, par exemple en haute montagne, qui font souvent la différence sur les grands tours. Il y a l'anatomie également, puisque on voit que les coureurs kenyans, ils ont des petits muscles fins, allongés, qui font qu'ils ont des foulées beaucoup plus efficaces et qui coûtent moins cher en termes d'énergie par rapport, par exemple, à des caucasiens. Et ensuite, il y a l'impact de la génétique. Donc ça, je vais y revenir dans la diapositive suivante. La génétique. Pourquoi la génétique? Parce que on a identifié un certain nombre de gènes depuis, on va dire, l'essor de la génétique ces 30 dernières années, qui sont importants pour la performance. Je vous illustrerai le cas d'un de ces gènes. Et également parce que, évidemment, on a un héritage de nos parents. Et donc, vous verrez que l'héritage est important. Ensuite, il y a les aspects conditions physiques. Donc, la condition physique, elle regroupe un ensemble de caractéristiques ou de qualités physiologiques et fonctionnelles, comme la capacité aérobie. Donc la capacité aérobie, que dans le jargon on appelle VO2 max, c'est quelque chose qui est important par exemple pour les sports d'endurance. Donc évidemment on y reviendra pour le cas du marathon. L'explosivité et la puissance, ça c'est des qualités qui sont extrêmement importantes pour les sprints. On va y revenir avec le cas du Usain Bolt. Le rapport poids-puissance pour les cyclistes, évidemment je ne vais pas en parler aujourd'hui. La force, la vitesse, l'endurance, qui rejoint quelque part les capacités aérobies, puis aussi la souplesse, parce que au-delà de l'athlétisme, il y a des sports comme la gymnastique ou les agrès qui exigent aussi d'autres qualités que les simples qualités d'endurance et de force musculaire. Et enfin, il y a la cognition. La cognition, c'est l'intelligence, évidemment, quelqu'un qui peut prendre des décisions dans des temps très courts, avec... par exemple, c'est quelque chose qui est important pour les sports collectifs. Le courage et la volonté, qui sont des qualités qui vont être importantes pour les épreuves d'ultra-endurance, par exemple. Ça, j'y reviendrai avec un exemple. La motivation et puis la concentration. Voilà. Donc tous ces aspects-là vont être importants. J'en parlerai en deuxième partie de propos en vous illustrant une des techniques de préparation mentale qui visiblement a un impact important sur la performance. Alors, désolé, je ne veux pas tuer le suspense, mais je vais être obligé de vous dire d'emblée, même si je vais vous montrer ensuite qu'il y a potentiellement des réserves à ce propos. Le corps humain, malheureusement, c'est une belle machine, mais il a des limites. Il a des limites. Donc il y a des limites au corps humain et il y a probablement des limites à battre des records. Alors il y a des limites qui sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a des limites qui sont de l'ordre structurel, tout simplement parce que voilà, on a environ 570 muscles striés squelettiques qui composent l'organisme, qui sont posés sur un squelette, qui sont reliés au squelette par des ligaments. Et tout ça, évidemment, ça a une résistance et ça peut rompre. C'est-à-dire qu'à des vitesses trop élevées ou avec des forces, évidemment, de pression trop élevées, on peut rompre cette machine. On a entendu le cas d'un adversaire du Usain Bolt qui, en voulant peut-être dépasser son potentiel du moment, a subi un claquage. Et ensuite, il y a aussi des limites de l'ordre
plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire dans la capacité à vitesse d'exécution des mouvements et synchronisation des mouvements. Par exemple, en athlétisme, il faut arriver à bien coordonner, évidemment pour un sprint, les contractions musculaires des membres des jambes inférieures et avec le mouvement de balancier des bras et de la partie haute du corps. Donc tout ça exige une synchronisation sous le contrôle évidemment du système nerveux central, mais qui va être aussi un facteur limitant. Et enfin aussi des limitations de l'ordre physiologique. On a un cœur, le cœur, la taille du cœur est déterminée par l'espèce, elle est déterminée par aussi la taille et la masse de l'organisme. Et donc le cœur, de façon théorique, il ne peut pas battre de façon infinie. On considère une limite théorique à 220 battements par minute. Évidemment, dans certains cas, ça peut aller un peu au-delà. Mais donc on ne peut pas avoir un débit cardiaque infini. Donc le débit cardiaque, c'est ce qui permet d'approvisionner les muscles en oxygène. Sans oxygène, les muscles, évidemment, ne peuvent pas fonctionner exactement de la même manière, au moins pour les sports d'endurance. Donc c'est un facteur limitant. Ça rejoint aussi le type de muscle, et ça je vais y venir dans la diapositive suivante, avec évidemment le type de muscle va influencer l'oxygénation des muscles et donc les fibres de type 1 par exemple vont consommer de l'oxygène alors que les fibres de type 2 vont pouvoir se passer d'oxygène mais produire beaucoup de force. Donc pour faire simple, le muscle il va consommer de l'oxygène pour produire une molécule qui contient de l'énergie qui est de l'ATP. Vous en avez tous entendu parler. Je passe très rapidement et ce qui permet de produire cet ATP, quand on est en condition aérobie, c'est un petit organelle ou organite qu'on appelle la mitochondrie. Je ne rentre pas dans les détails. Alors tout de suite, on peut définir deux grands types, finalement, deux grands profils de sportifs en athlétisme. Il y a à gauche les sprinteurs et à droite les coureurs d'endurance, donc par exemple les marathoniens. Qu'est-ce qui différencie un petit peu ces deux prototypes ? C'est évidemment la composition des muscles. On voit très bien que ici, c'est des coupes de muscles. Il y a des fibres qui sont en blanc et des fibres en noir. Les fibres en noir, c'est les fibres qui sont dites oxydatives, qui ont besoin d'oxygène pour produire de l'énergie. On voit qu'il y en a très peu. En fait, on voit qu'il y a une dominante de fibres de type blanc. Ces fibres, elles produisent de la force. Et donc c'est fondamental pour un sprinter puisque les deux principaux déterminants de la performance dans le sprint, c'est la puissance musculaire et le temps de réaction. D'accord ? Donc c'est ce que je vous ai indiqué ici. Donc évidemment, l'influx nerveux, lui aussi, il est limité. On ne peut pas accélérer la vitesse de l'influx nerveux. Donc la seule moyenne de gagner en performance potentiellement, c'est d'être plus réactif au départ, par exemple quand on sort des starting blocks, et c'est aussi d'avoir une plus grande puissance musculaire. Et pour les sports d'endurance, c'est l'inverse. Vous voyez qu'on a une dominante de fibres noires, donc des fibres qui consomment de l'oxygène pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est le prototype du marathonien. Ici, vous voyez ce muscle qui doit avoir 90-95% de fibres oxydatives. Et donc, ces fibres, elles sont résistantes à la fatigue et elles permettent de courir longtemps. Et les déterminants principaux de la performance dans les sports aérobies, type marathon, c'est la capacité aérobie, on l'a qualifié tout à l'heure, dans le jargon on appelle la VO2 max, le type de fibre qui va déterminer aussi le seuil lactique, et enfin l'économie de course. Ça, je vais y revenir avec les performances assez époustouflantes de Kipchoge et évidemment son record des 2 heures sous le marathon. Alors la génétique, en quoi la génétique peut influencer finalement ces deux prototypes d'athlètes, le sprinter versus le coureur d'endurance. En fait, il y a une équipe australienne qui a identifié il y a quelques années un gène qui s'appelle ACTN3, qui est le gène de l'actinine. C'est une petite molécule qui est importante pour la contraction musculaire. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait donc une large partie de la population mondiale qui avait des mutations pour ce gène. Voilà, environ, par exemple, pour les caucasiens, c'est-à-dire ce qui nous concerne en majorité en Europe, 18% d'entre nous portent des mutations. Et ils se sont rendus compte également que ceux qui avaient finalement des mutations qui faisaient que cette protéine disparaissait dans les muscles, c'était des gens qui étaient très endurants. Donc il y avait beaucoup plus de gens endurants qui n'avaient pas cette protéine. Et à l'inverse, les gens qui
avaient cette protéine en abondance étaient des sprinteurs. Donc ce gène confère un avantage important pour qualifier le sprinter versus le coureur d'endurance. Et en réalité, chez la souris, lorsqu'on inactive ce gène, donc c'est des études expérimentales, on se rend compte qu'on peut rendre les souris plus endurantes. Donc les souris qui portent ce gène, elles vont avoir des muscles plus forts, plus puissants, comme un sprinter, et si on enlève ce gène, elles deviennent plus endurantes. Donc vous voyez que c'est un gène qui peut avoir une importance dans la détermination du type de performance. Et enfin, je vous ai dit qu'il fallait peut-être tenir compte aussi de l'hérédité. Il y a des travaux qui ont été faits par un de mes mentors quand j'étais aux États-Unis, Claude Bouchard, et un collègue aussi des États-Unis, Montgomery, qui montrent qu'on hérite à environ de 50% de la capacité physique de ses parents. On hérite de façon prédominante également, par exemple pour la taille qui a une influence dans certains sports, en particulier le basket ou le marathon, j'en ai parlé. La force musculaire est également héritée de ses parents, et enfin aussi le gain de VO2 max, c'est-à-dire que lorsqu'on s'entraîne pour les sports d'endurance, on peut augmenter sa capacité aérobie. Et cette caractéristique à augmenter sa capacité aérobie avec l'entraînement, on la récupère également de ses parents, et avec une transmission maternelle importante. Et donc il y avait, je vous ai sélectionné cette citation d'un des pères de la physiologie de l'exercice, on va dire moderne, qui était Père Olof Astrand, qui est un physiologiste suédois, qui disait que globalement, si vous voulez devenir un champion olympique, il faudrait peut-être bien choisir ses parents. C'est-à-dire que si on prend deux marathoniens de très haut niveau et qu'on en fait un joli couple, potentiellement la descendance va avoir une propension et des aptitudes évidemment beaucoup plus développées pour l'endurance et le marathon. Alors je vous ai ici sélectionné deux graphes qui montrent l'évolution depuis le début finalement des Jeux Olympiques modernes, de la masse et de la taille dans différentes disciplines sportives. Ici, c'est évidemment des études qui ont été faites aux États-Unis par rapport à la population américaine. Donc, vous voyez en baseball, en NHL, en NBA, donc le basket, la ligue de basket, et en NFL, le football américain. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, évidemment, dans le football américain, on sélectionne depuis, les années 40, des morphotypes qui sont évidemment avec des gabarits impressionnants, très musculeux, évidemment avec des poids supérieurs à 100 kg. Donc il y a vraiment une sélection phénotypique qui s'opère pour, catégoriser les athlètes en fonction des disciplines. C'est la même chose pour la taille, on se rend compte que depuis les années 40, avec l'institutionnalisation du sport, on a une augmentation ici, évidemment, de la taille, avec, vous voyez, les basketteurs de NBA qui, depuis les années 60, ne peuvent pas probablement percer en NBA s'ils n'ont pas des tailles supérieures à 2 mètres. Alors, je vous ai mis, désolé pour la qualité de l'image, j'ai pas pu trouver mieux, mais ça, c'est une célèbre frise pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'aller visiter le musée olympique à Lausanne. J'ai été en admiration devant cette frise quand j'y suis allé moi-même, parce que déjà elle prend tout un mur, et puis en plus elle montre vraiment la détermination phénotypique et le gabarit en fonction des disciplines sportives. Vous reconnaissez ici le sumotori versus le marathonien, vous reconnaissez ici le joueur de water polo, le judoka, le bodybuilder, enfin en fonction de toutes les disciplines, ça dépasse l'athlétisme évidemment. Vous avez vraiment des morphotypes très particuliers. Alors maintenant, je vais poser le constat. Je vous ai dit qu'il y avait des limites, j'ai un peu tué le suspense. Maintenant, on va essayer de poser le constat, c'est-à-dire regarder un peu les données chiffrées pour se rendre compte de la réalité. Alors, évidemment, le début de la course au record, elle a commencé, vous le savez, avec le baron de Coubertin, qui a été le premier, président et fondateur du Comité olympique international en 1896, avec la devise Situs, Altus, Fortus, évidemment, plus haut, plus vite, plus haut, plus fort.
Et donc, évidemment, cette course, elle n'a pas cessé. Tous les 4 ans, on a eu des Olympiades d'été, sauf évidemment pendant les 2 guerres mondiales, et je vais y revenir tout à l'heure. Et vous voyez que très vite, dès les années 30, avec les JO de Los Angeles, on a commencé à faire appel à des chronométrages plus sophistiqués, chronométrage électronique pour essayer de quantifier les records de l'ordre du centième, par exemple sur les sprints ou en natation. Et dès 68 au JO de Mexico, des chronométrages automatiques parce que ça venait de plus en plus difficile de commencer à discriminer parfois les sportifs. Alors, je vous ai mis ici évidemment une référence à Jean-François Toussaint, puisque au cours de ma présentation, je vais revenir sur un certain nombre de travaux qui ont été conduits à l'IRMES, donc l'Institut de recherche en épidémiologie du sport de l'INSEP, qui est dirigé par le professeur Jean-François Toussaint, et dont l'équipe a publié ce joli travail, vous voyez, fin des années 2000, qui a, on va dire, évidemment suscité beaucoup de questions, beaucoup de débats dans le domaine sportif ou dans le domaine des sciences du sport. Donc ils ont analysé 3263 records de 147 événements olympiques dans différentes disciplines, donc des sports de glisse, de la natation, de l'athlétisme. Donc là, ça dépasse un petit peu le cadre de l'athlétisme, c'est pour illustrer mon propos. Donc il y avait dans les athlètes des hommes, des femmes, il y avait aussi des sports qui reposaient de façon assez importante sur la technologie. Et donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on regarde l'évolution de cette variable, qui est le nombre de records mondiaux sur le nombre d'événements olympiques chaque année, donc chaque point, vous avez un point par année globalement, et vous regardez le profil. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de variabilité, c'est-à-dire des pics, des creux. On voit des creux notamment pendant les 2 guerres mondiales. Évidemment, pendant ces 2 guerres mondiales, donc les Jeux Olympiques ont été annulés, donc il y a eu moins d'événements sportifs, donc évidemment, il y a eu moins de records battus. Par contre, ce qu'on voit et qui est très flagrant, c'est que depuis 1971, il y a vraiment un fléchissement, donc une inflexion de la courbe, qui montre que globalement, le nombre de records battus diminue de façon très, très sensible et très remarquable. Alors si on va un peu plus dans le détail de ça, et qu'on regarde par exemple par discipline. Je vous ai pris ici l'exemple d'un cas qui n'est pas encore très dramatique. C'est le cas du 50 km marche, parce que c'est un sport d'endurance, et que dans les sports d'endurance, on a encore une petite marge de progression. Vous voyez que si ici on regarde l'évolution des records du monde aux 50 mètres marche olympique chez l'homme, donc le recordman actuel c'est un Français, Cocorico, c'est Johan Diniz depuis 2014. Vous voyez que globalement on se rapproche ici, on a donc des courbes de type asymptotique, c'est-à-dire qu'on se rapproche vers progressivement un maximum, ça s'infléchit de plus en plus et vous voyez qu'on est très proche. Finalement d'atteindre un maximum. C'est-à-dire que si on regarde ça avec ces modèles mathématiques, on a encore une marge de 3% de progression, donc c'est pas beaucoup. Alors je vais être un petit peu plus, on va dire, pessimiste. Maintenant je vais vous montrer l'exemple des sports d'athlétisme, puisque c'est l'objet de la conférence. Si on regarde le triple saut, vous voyez maintenant, donc on regarde de façon inverse au graphique précédent, c'est-à-dire qu'ici, ils ont pris la meilleure performance de l'année des 10 meilleurs performeurs mondiaux dans le triple saut. D'accord ? Si on regarde ça depuis les années 90 jusqu'à récemment, puisque l'étude a été publiée en 2015, donc ils ont compilé les données jusqu'en 2010, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours que donc on a une inflexion de la courbe au niveau des 2 guerres mondiales, mais on a une évolution à peu près linéaire, vous voyez, au début. Et ensuite, dès les années 70, globalement, on atteint un plateau. On atteint un plateau et de temps en temps, vous voyez, on a un point qui s'écarte de cette ligne. Vous voyez ici, par exemple, c'est Jonathan Edwards qui a établi le record du monde qui n'est pas battu depuis 1995. Donc, le recordman actuel du monde,
il a établi son record en 95 et depuis, personne n'a été capable de sauter plus loin. Alors, pour éviter de vous assommer avec des graphiques et des modèles mathématiques, j'ai essayé de lister ici, par, on va dire, grande discipline d'athlétisme, où en sont les records à l'heure actuelle. Si on regarde dans les lancers, globalement, les records, les principaux records ont été établis tous dans les années 90. Et ils n'ont pas été battus depuis. Si on regarde dans les sports type sprint ou demi-fond, enfin, on se rend compte que voilà, les records ont été établis déjà il y a au moins une vingtaine d'années. En demi-fond et en fond, voilà, le tableau est un peu moins catastrophique, à part pour le 1500 mètres, où Hicham El Guerrouj est toujours le détenteur en titre, depuis 1998. Voilà, pour le 5 et le 10 000, les records sont quand même un peu plus récents, mais vont avoir 20 ans bientôt. Et enfin, dans les sauts, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, les records établis dans les années 90. Donc, au final, sur 22 disciplines, si on ne considère pas tout ce qui est relais et tout ce qui est épreuve combinée, c'est-à-dire pentathlon, heptathlon, décathlon, il y a 12 disciplines sur 22 pour lesquelles les records du monde ne progressent plus. Ça fait 20-30 ans qu'ils ne sont pas battus. D'accord ? Donc je vous l'illustre ici par exemple avec le 400 mètres. Je vais parler maintenant un petit peu du sprint parce que le sprint c'est peut-être l'exemple qui échappe un petit peu à la règle dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques progressions, mais les marges deviennent de plus en plus fines. Ce qu'on voit ici avec l'évolution des records ou de la vitesse sur 400 mètres, c'est que, pareil, on avait une évolution à peu près linéaire jusqu'aux années 70, et puis à partir des années 70, on a un plateau. On a un plateau, et vous voyez qu'on avait un record du monde qui était détenu par Michael Johnson en 99, qui vient d'être battu il n'y a pas très longtemps par un Néerlandais à Rio, aux Jeux Olympiques de Rio, qui est Wade van Niekerk. Mais vous voyez avec une amélioration du temps de 0,5%, donc c'est quand même très faible. Donc évidemment, il a battu le record du monde, mais pour 15 dixièmes. D'accord ? Donc, le constat, c'est que depuis 20-30 ans, les records évoluent peu ou pas. Mais évidemment, il y a toujours des exceptions. Des exceptions comme Usain Bolt. Alors, évidemment, je passe aussi maintenant aux 100 et aux 200 mètres. Si on regarde l'évolution du record du monde dans la discipline, sur le 100 mètres, finalement, depuis 1912 et Don Limpincotte, on a aujourd'hui un record du monde à 9,58, qui est évidemment exceptionnel, mais ça n'est qu'une marge de progression de 5% en un siècle. D'accord ? Donc, ça paraît finalement peu au regard des évolutions possibles de la technique, des techniques d'entraînement, des morphotypes et potentiellement de la préparation sportive. Alors Usain Bolt, c'est vraiment évidemment un athlète hors norme, donc vous savez que c'est, comme ça a été dit par Véronique David, l'athlète le plus titré aux Jeux Olympiques. C'est le seul qui actuellement est double médaillé sur 100 mètres, 200 mètres sur 3 Olympiades consécutives. Et qui possède également le plus grand nombre de médailles en championnat du monde. Il est le recordman actuel du monde sur 100 mètres en 9,58 et sur 200 mètres en 19,19, le tout brisé à 4 jours d'intervalle au championnat du monde à Berlin en 2009. D'accord ? Donc il était visiblement en grande forme en 2009 et il a établi des records qui peut-être ne seront plus battus. Parce que depuis 2009, même lui n'a pas été capable de recourir à ces vitesses. D'accord ? Alors, Usain Bolt, c'est évidemment un athlète hors norme. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais j'ai essayé de vous donner quelques données un petit peu physiologiques, biomécaniques, pour un peu décrire et quantifier le personnage et son atypicité, quelque part. Donc, Usain Bolt, aujourd'hui, il a 33 ans. Quand il a battu son record, il en avait 10 de moins, quasiment, donc il avait 23 ans. Vous voyez, 1m96, 94 kg. C'est quelqu'un qui est moins aérodynamique que vous et moi, d'accord ? Globalement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas finalement peut-être l'athlète qui était pressenti pour être le plus performant en sprint.
parce qu'avec sa surface corporelle, il a un coefficient de traînée important. D'accord ? Pour autant, il a des capacités physiologiques et une constitution qui sont absolument exceptionnelles, qui font qu'il est capable de produire vous voyez, des puissances extrêmement élevées. Il peut produire jusqu'à 2,6 kW, 2600 watts de poussée pour atteindre sa vitesse maximale qui domine à près de 44 km à l'heure entre 60 et 80 mètres. La plupart des athlètes en sprint atteignent leur vitesse maximale entre 50 et 60 mètres. Bolt, de par son gabarit et de par le fait qu'il prend des départs plus lents que les autres, il atteint sa vitesse maximale entre 60 et 80 mètres, plutôt autour de 70-75 mètres. Ensuite, il décélère. Donc c'est vraiment un athlète hors norme. Et évidemment, par sa taille, il a moins de foulées que les autres, 41 foulées contre 44-45 en moyenne pour les autres. Évidemment, un temps de contact au sol qui est le plus petit possible. Moins on passe de temps au sol et moins on a de force de résistance qui s'oppose au déplacement. Alors, malgré tout, il y a quand même encore des physiologistes qui, avec le même type de modèle mathématique utilisé par Jean-François Toussaint, qui se sont tentés à l'exercice de prédire potentiellement jusqu'où pourrait aller le record du sprint en 100 mètres. Et donc ce Néo-Zélandais, lui, il prédit qu'on pourrait, d'ici 2250, vous voyez, nous, on aura déjà passé notre tour, mais qu'on pourrait atteindre 9 secondes 15 au 100 mètres, et que si c'était le cas, ce serait potentiellement avec un coureur plus âgé, plus grand et plus lourd qu'Usain Bolt. Donc vous voyez, qui aurait évidemment une aérodynamique très mauvaise, mais potentiellement une puissance extraordinaire. Maintenant, après le tableau du sprint, évidemment, un autre domaine dans lequel il y a encore une marge de progression, mais jusqu'à quand, ça reste les sports d'endurance, et je vais prendre l'exemple du marathon. Si on regarde le temps au marathon depuis le début du siècle, jusqu'à nos jours, et jusqu'à le recordman actuel du monde, Eliud Kipchoge, le Kenyan, qui a 2,01,39, proche de la barre des 2 heures, vous voyez qu'on a amélioré de près de 40% le temps au marathon. Donc c'est quand même exceptionnel. Il y a plusieurs explications à ça, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de ma présentation. Mais ce qu'on voit, comme dans toutes les disciplines sportives, c'est que depuis les années 65-70, on a un ralentissement assez marqué, vous voyez ici, de la progression. Avec, globalement, depuis qu'on est à 2,08, on avance, on progresse pas à pas, mais de façon beaucoup plus modérée. Donc c'est de plus en plus difficile de gagner du temps et de plus en plus difficile d'augmenter les performances et les records. Alors si on essaye de synthétiser tout ça, de résumer tout ça, et qu'on le pose sur un graphique comme ça, alors je ne vais pas, ne vous effrayez pas, mais ce graphique, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente en fait par décennie finalement les événements sportifs qui auront atteint 99,95% de leur maxima. Donc avec les modélisations mathématiques par discipline, donc les chercheurs de l'IRMES ont été capables de projeter l'année à partir de laquelle on atteindrait le maxima. D'accord ? Donc le tableau, c'est qu'en 2020, on a déjà près de 25% des maxima qui ont été atteints. Ça veut dire qu'en 2027, la moitié des records du monde, potentiellement, auront atteint leur valeur maximale. Donc, possiblement, au-delà de 2027, on verra beaucoup moins de records du monde qui seront battus au cours des Olympiades, au cours des championnats du monde d'athlétisme. Et si on va plus loin que ça, si on va jusqu'en 2068, on aura atteint 90%. Donc ça veut dire qu'il ne restera plus grand-chose au-delà. D'accord ? Donc voilà le tableau. Alors si on ne peut pas aller plus vite, est-ce qu'on peut aller plus fort ? Et est-ce qu'on peut faire plus fort ? Donc potentiellement, on peut aller chercher, évidemment, à cumuler les épreuves et à faire toujours plus fort. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Ludovic Chorgnon, qui est un Français, qui a enchaîné 41 Ironman en 41 jours consécutifs, 100 jours de repos. D'accord ? Donc il a fait fort, parce qu'un Ironman,
C'est 4 km de nage, enchaîné avec 180 km de vélo, enchaîné avec un marathon. D'accord ? Lui, il en a fait 41 d'affilée. Il a dépensé 8 à 9 000 kilocalories par jour. Il fallait qu'il s'alimente liquide la nuit en essayant de dormir un peu pour récupérer, pour pouvoir être capable de remettre le couvert le lendemain. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait la distance Paris-Shanghai quand même, en 41 jours. Il a fait 9 276 km. Donc il a fait fort. On peut faire fort aussi en essayant d'aller plus vite et plus haut. Donc là, je vous ai sélectionné 2 athlètes. Évidemment, un qui est encore aujourd'hui d'actualité, qui est Kilian Jornet, qui s'est lancé un défi absolument incroyable. Donc c'est un ultra-trailer que probablement certains d'entre vous connaissent, qui est né de l'autre côté de la frontière des Pyrénées, pas très loin de chez nous, qui a grandi dans les montagnes. À 3 ans, il avait déjà fait son premier pic à 1500 mètres. Et il s'est lancé le défi de briser les records d'ascension, évidemment en courant en autonomie, sans cordage, sans équipement. Le Mont Blanc, le Cervin, l'Elbrus, le McKinley, la Concagua, l'Everest à peu près. Il a brisé les records d'ascension des plus grands sommets de tous les continents. Donc l'Everest, c'est le seul homme qui a été capable de faire 2 fois l'ascension de l'Everest en moins d'une semaine sans oxygène. Parce que la première fois où il est parti du camp de base à 5100 mètres et qu'il est monté au sommet, il n'était pas bien parce que évidemment à cette altitude-là, on a une diminution de 60% des capacités physiques et qu'il avait des troubles gastriques et donc il a perdu du temps. Il a mis que 26 heures à monter quand la plupart des gens mettent 48 heures. Et donc il était déçu et il est redescendu au camp intermédiaire et puis il est remonté en 16 heures, il est redescendu. Voilà ce qu'il a fait, Kilian Jornet. Et ensuite, il y a aussi Uli Steck qui, malheureusement, en voulant dépasser les limites, a fini, c'était un adepte du speed climbing, et a fini malheureusement par dévisser, justement, en voulant tenter une ascension record de l'Everest et du Lhotse, qui est le 4e sommet le plus haut du monde après l'Everest. Voilà, il était dans la zone de la mort, et malheureusement, après plusieurs... finalement alerte, il n'a pas su s'arrêter, donc il a dévissé et aujourd'hui il n'est plus là. Ce qu'il a fait, c'est par contre, c'est qu'il avait brisé les records d'ascension par du speed climbing, donc par de la cascade de glace avec des piolets. Vous voyez, il monte des falaises complètement abruptes. Si vous avez l'occasion d'aller voir des vidéos sur YouTube, c'est absolument vertigineux. Vous voyez, il a le record d'ascension, 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes en moins de 80 jours sans moyens motorisés. Donc on peut faire plus fort. Et on peut faire plus fort également en essayant de faire de la très longue distance, donc des ultra-trails dans des conditions extrêmes. Donc je vous ai pris ici l'exemple du Marathon des Sables. Marathon des Sables, et je fais un petit clin d'œil à un ami qui est dans la salle et qui est... on va dire un athlète hors norme avec une force mentale exceptionnelle, Jean-Michel, qui a couru le Marathon des Sables, donc c'est 250 km à travers le désert en 6 étapes, avec des conditions évidemment extrêmes, pour certaines étapes des températures qui vont au-delà de 45 degrés, et donc qui se court actuellement, si on revient à la performance. Le détenteur actuel du titre, c'est Mohamed El Morabiti, qui est un Marocain qui a gagné 7 fois le Marathon des Sables et qui le court à une vitesse de près de 14 à l'heure. 14 à l'heure dans le sable, à 45 degrés, on va dire chargé, en semi-autonomie avec de l'eau, etc., etc. Donc vous voyez, on peut faire toujours plus fort. Avant de terminer mon propos, je vais revenir à quelque chose de plus concret sur peut-on espérer encore aller plus vite, parce que ça va me faire la transition avec la pause d'abord, et la suite de Usain Bolt, et surtout la deuxième partie du propos. Donc les chercheurs de l'IRMES ici, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé de représenter l'évolution des meilleures performances sportives mondiales en regardant plusieurs paramètres. Ils ont regardé l'écart avec la meilleure performance qui était établie avant, la durabilité de cette performance par rapport
aux autres, et ensuite le poids de cette meilleure performance. Quand on regarde ça et qu'on regarde les codes couleurs, on va faire relativement simple. Vous voyez, il y a beaucoup de noir, donc des écarts avec la meilleure performance. Vous avez beaucoup de noir jusque, on va dire, aux années 60. 60-70, d'accord ? Et à partir des années 70, ce que vous voyez, c'est que vous avez beaucoup de rouge et vous avez du bleu. Ça veut dire que, globalement, les records qui ont été établis dans les années 70, ils durent beaucoup encore. Et donc ça rejoint le constat qu'on a vu précédemment, c'est que beaucoup de records en athlétisme ont été établis dans les années 70-80 ou 90, donc qui durent depuis 20-30 ans. Si on intègre ces paramètres pour définir une valeur, un coefficient qui s'appelle l'atypicité, que les chercheurs ont appelé l'atypicité, l'atypicité, elle va permettre de révéler des anomalies quelque part dans l'évolution de ces records. Et en fait, on le voit d'emblée ici, on voit qu'il y a 4 points qui sortent un petit peu de la courbe d'évolution des records. Il y a les 2 points toujours pendant les 2 guerres mondiales. Pendant les 2 guerres mondiales, il y a eu, on va dire, beaucoup d'événements olympiques et on va dire, sportifs ont été annulés. Donc forcément, il y a une atypicité qui se révèle. Par contre, il y a des atypicités qui se révèlent aussi, vous voyez, un premier point qui s'écarte, qui se révèle au JO de Mexico en 68. JO de Mexico en 68, j'y reviendrai, qu'est-ce qu'il y a eu de marquant pour l'histoire de l'athlétisme? C'est l'introduction des terrains en tartan. Donc les terrains en matière synthétique qui ont permis d'améliorer de façon, on va dire, surprenante les records. D'ailleurs, c'est l'année où il y a eu le plus grand nombre de records battus dans l'histoire des Jeux Olympiques. Et enfin, il y a les Jeux Olympiques de Séoul, et là, ça va faire une belle introduction à la suite de mon propos. C'est l'année des plus grands scandales de dopage en athlétisme. Et donc, depuis 1993, vous voyez que 64% des records n'ont pas été améliorés. Toutes disciplines confondues. Donc, je vous laisse avec ce dernier graphique. C'est un modèle qui avait été proposé par les chercheurs de l'IRMES, qui montre quoi? Qui montre que, globalement, il y a une évolution, ici, vous voyez, de type curvilinéaire asymptotique, des potentialités physiologiques. Donc, on atteint un maximum, avec des oscillations possibles qui sont influencées par les facteurs sociologiques, donc les facteurs économiques, évidemment la science au service de la performance et donc potentiellement la technologie, ça j'y reviendrai dans la deuxième partie du propos, ou évidemment les conditions météorologiques, climatiques ou géopolitiques qui peuvent également influencer ces records. Donc globalement, on atteint des maxima et on pourra de temps en temps, de façon complètement stochastique, avoir des points qui s'écartent de cette ligne, comme le cas Usain Bolt. Et donc, dans la deuxième partie de la présentation, maintenant, on va essayer de voir comment il est possible de transgresser les limites. On a vu qu'il y avait des limites, on a vu que les records plafonnent depuis 20-30 ans. Mais on a vu également que avant les années 70, 80, 90, où on a commencé à atteindre les maxima, qu'il y avait eu une évolution linéaire des records. Donc l'entraînement sportif y est pour quelque chose. On verra également qu'il peut y avoir parfois des effets aléatoires, c'est-à-dire des concours de circonstances qui vont faire que le jour d'une épreuve, on va atteindre un niveau de performance absolument incroyable et non prévisible. Il y a les facteurs économiques, on en avait parlé un petit peu. Les innovations technologiques, je vais prendre un exemple ou deux, mais qui sont en dehors de l'athlétisme, parce que évidemment l'athlétisme n'est pas par essence le domaine qui repose le plus sur les innovations technologiques. Et ensuite, je parlerai du dopage. Alors, évidemment, dans la préparation du sportif, il y a plusieurs préparations. Il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, il y a la préparation technico-tactique. Alors, je vous ai pris ici une citation de Michel Pradet, qui était un enseignant agrégé de l'INSEP, qui dit que la préparation physique, c'est un ensemble organisé et hiérarchisé de procédures, de méthodes d'entraînement qui visent à développer
et maximiser les qualités physiques d'un sportif. Alors, un des premiers exemples, finalement, de révolution de la préparation physique, c'est Emil Zatopek, donc, qui a gagné le marathon aux Jeux Olympiques de Helsinki en 1952. Il a d'ailleurs été triple médaillé cette année-là, puisqu'il a gagné sur 5000, 10 000 et sur marathon pour la première fois qu'il le courait. Comment il a révolutionné la préparation physique, de lui-même d'ailleurs, c'est qu'il a commencé à introduire le fractionné. Donc le fractionné en course à pied, c'est aujourd'hui une notion qui est très courante, largement utilisée évidemment par les coureurs à pied. On sait que si on veut améliorer ses performances, repousser son seuil lactique, repousser ses capacités aérobies, il faut faire du fractionné. Fractionné court, fractionné long. Donc lui, Zatopek, il faisait des séries de fractionnés, il pouvait faire des séries de 40 x 400 mètres, il pouvait même, sur certains entraînements, aller jusqu'à 60 séries de 400 mètres. Donc c'est absolument incroyable. Donc une charge d'entraînement importante. Et en fait, globalement, depuis, on va dire, les années 50 et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une augmentation extrêmement marquée des volumes d'entraînement qui ont fait qu'il y a eu une progression importante aussi des performances. Les Russes ont été un bon exemple. Il y a également la préparation mentale. La préparation mentale, je vais vous illustrer un exemple, une approche dans la diapositive suivante. Platon disait que la plus grande victoire, c'est la victoire sur soi. Et enfin, il y a évidemment la nutrition ou la micronutrition. Et je vais vous illustrer quelques exemples également. Alors, il y a visiblement une technique de préparation mentale qui semble fonctionner de façon assez, on va dire, prouvée ou expérimentale prouvée, qui est la visualisation. Donc, l'entraînement mental par visualisation, autrement appelé imagerie mentale, en fait, elle repose sur un concept qui a été introduit par des neuroscientifiques autrichiens, qui ont montré, qui ont développé le concept de neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est en fait des neurones qui s'activent quand on regarde quelqu'un faire une activité. Donc ils ont observé ça par exemple chez des singes qui observaient quelqu'un manger des cacahuètes. Les mêmes neurones chez le singe s'activaient en regardant la personne consommer les cacahuètes. Et donc aujourd'hui on sait que par exemple ici dans une étude qui a été faite, donc une étude expérimentale chez l'homme, ça a été publié dans le Journal of Psychology, qui montre que par cette technique, on peut améliorer la force musculaire de façon assez spectaculaire. Donc là, c'est une étude évidemment avec un petit effectif, voilà, mais qui semble méthodologiquement acceptable, qui montre que la préparation mentale par visualisation pourrait améliorer la force musculaire jusqu'à 24%. C'est considérable. Juste de s'imaginer faire un exercice de renforcement musculaire sur une zone bien précise, par exemple les jambes, on peut améliorer sa force musculaire. Ça paraît même invraisemblable. Quels sont les bénéfices de ces techniques ? C'est faciliter l'apprentissage et notamment la synchronisation des mouvements, par exemple dans les sports comme le sprint ou les sports de saut, augmenter la force potentiellement ou potentialiser la prise de force lorsqu'on va faire effectivement du renforcement. C'est diminuer l'anxiété et le stress, donc ça on sait que c'est des facteurs à la contre-performance. Gérer la douleur, la récupération, favoriser la relaxation, augmenter la concentration et aussi augmenter l'estime de soi, la motivation et évidemment les croyances en ses capacités. Alors également, la nutrition ou la micronutrition peuvent avoir un impact important sur les performances. Un premier exemple, qui est un exemple célèbre dans le milieu évidemment du marathon, c'est le régime dissocié scandinave. Lorsque Ron Hill, donc un athlète britannique, a dominé le marathon au championnat d'Europe en 1969, il avait en fait suivi un régime dissocié scandinave qui consiste à 6 à 7 jours avant la compétition, après une charge importante d'entraînement, appauvrir la consommation de glucides, et ensuite 3 jours avant la compétition, se mettre à consommer de façon abondante et
et excessive des glucides, pour induire une surcompensation des stocks de glycogène. Le glycogène, c'est les réserves de sucre dans les muscles, et donc plus on en a, et plus on va être endurant au marathon. Et donc, voilà, Ron Hill, par cette technique, il a gagné le marathon, il a surtout augmenté sa vitesse de course de plusieurs pourcents par rapport à ses performances avant d'avoir subi un régime dissocié scandinave. Alors il y a aussi les régimes cétogéniques qui peuvent être utilisés pour la préparation physique, en particulier dans les sports d'endurance pour lesquels il faut un rapport poids-puissance favorable, le marathon, le cyclisme, etc. Les régimes cétoniques, ils sont un peu sur le même concept que le régime scandinave, mais de façon chronique, c'est-à-dire qu'il faut appauvrir de façon très drastique la ration de glucides, donc il faut consommer moins de 5% de glucides. Donc on consomme essentiellement des protéines et du gras, des lipides, de la graisse. Et quand on fait ça, eh bien, on va perdre du poids et donc on va diminuer son pourcentage de masse grasse et améliorer évidemment son rapport poids-puissance. Et après, il y a tout un tas évidemment de fantasmes, si je puis dire, avec des effets qui ne sont pas nécessairement toujours bien démontrés ou on va dire objectivement acceptables sur la performance, comme les boissons enrichies en ester de corps cétonique. Donc c'est très courant maintenant dans le milieu sportif. C'est des boissons qui finalement elles apportent pas grand-chose sur le plan nutritionnel parce qu'elles ont un pH acide, elles sont hyperosmolaires, elles sont déséquilibrées en minéraux, elles contiennent pas de sodium, etc. Par contre, il y a des travaux expérimentaux qui ont été publiés par des scientifiques, et récemment en plus, qui sembleraient montrer que des boissons enrichies en ester de corps cétonique pourraient améliorer les performances jusqu'à 2% par exemple sur des épreuves de type contre-la-montre chez les sportifs d'endurance, chez les triathlètes par exemple. Et ensuite, il y a évidemment des boissons qui sont utilisées de façon courante dans le domaine sportif, que ce soit pour la performance, pour la récupération ou pour la croyance, comme le jus de betterave qui contient évidemment beaucoup de nitrites et de nitrates, qui va permettre de former un gaz qu'on appelle le monoxyde d'azote, qui lui a des effets évidemment importants sur l'oxygénation des muscles et la performance musculaire. Et ensuite, les boissons énergisantes dont j'ai caché évidemment la publicité, qui contiennent des acides aminés comme la taurine, ou de la caféine, ou de la glucuronolactone, qui sont des molécules qui évidemment peuvent avoir des effets sur la performance, mais évidemment à des doses beaucoup plus marquées, notamment la caféine. La caféine, ça fait partie, c'est sur la liste des produits dopants de l'Agence mondiale antidopage, mais pour atteindre des niveaux qui soient dopants par la consommation d'une boisson, il va falloir en consommer beaucoup. Donc, ici, je voulais vous illustrer avec ce tableau. J'ai extrait ce tableau d'un livre qui a été écrit par Jean-François Bourg, qui est un économiste du sport au CEDES à Limoges, donc au Centre d'études économiques du sport, qui a recensé un petit peu dans différentes disciplines, athlétisme, cyclisme, natation, les records depuis Athènes jusqu'à nos jours, jusqu'à 2018. Donc vous reconnaissez un certain nombre de records, vous voyez par exemple, et je vais attirer votre attention sur celui du saut en longueur. Vous voyez que en 50 ans, vous voyez 50 ans ici, on a augmenté de 5 cm, de 5 petits centimètres le record qui avait été établi dans les années 68 par cet homme, Bob Beamon. Bob Beamon au JO de Mexico en 1968. Il a effectué un saut absolument exceptionnel. Donc voilà, on met ça sur le compte d'un effet aléatoire sur la performance parce que quand il a sauté, il a brisé le record qui était précédent de plus de 55 cm. D'accord ? Et en fait, par rapport à ses performances, on va dire ses records personnels à lui, il était, on va dire, ce qu'on dirait dans le jargon, un outlier, c'est-à-dire il était bien au-delà de ses performances. Ce jour-là, d'ailleurs, les juges ont pensé qu'il y avait un problème de mesure et donc ils ont changé de système de mesure pour remesurer vraiment qu'il était à 8,90 m.
Donc il y a eu un concours de circonstances probablement pour lui, soit un vent favorable, soit le saut parfait. Mais des conditions réunies pour ce jour-là lui permettre de faire un saut absolument phénoménal. Vous voyez que ce record, il fait partie de ce que je disais tout à l'heure, des phénomènes un peu stochastiques qui font qu'un jour, un super athlète, type Usain Bolt ou autre, va pouvoir établir un record qui va perdurer peut-être 30 ans, 40 ans de plus avant d'être de nouveau brisé par un phénomène un peu marginal comme ça, qui va être capable de battre ce record. Donc évidemment, on a vu que dans les aspects sociologiques, la puissance économique d'un pays a un impact important sur les records et sur les performances. Aujourd'hui, si on regarde le tableau des médailles olympiques par nation, on se rend compte que, à quelque chose près, les 7 premières nations qui se partagent les médailles, c'est les 7 superpuissances économiques mondiales. Donc évidemment, États-Unis, Chine, Russie, Angleterre, France. Donc Russie, donc j'ai dit États-Unis, Chine, Russie, Angleterre, France et Allemagne, évidemment. Voilà, j'avais oublié l'Allemagne. Donc si on regarde par rapport au produit intérieur brut, donc les superpuissances qui sont en haut, on se rend compte qu'elles raflent une grande partie de la mise. Vous voyez, en 2004, 492 médailles contre 33 médailles pour les pays en voie de développement. D'accord ? Évidemment, ces superpuissances, comment elles peuvent accéder à la performance et comment elles peuvent aider leurs athlètes à battre des records? Par des mesures économiques. Par exemple, vous savez que la France organisera à Paris en 2024 les prochains Jeux Olympiques, après Tokyo. Donc pour l'occasion, en 2019, cet été, la ministre des Sports et la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, donc Frédérique Vidal et Roxana Maracineanu, ont créé une agence nationale du sport dont le manager général de la haute performance est Claude Onesta, donc l'ancien entraîneur de l'équipe de handball qui a été, vous savez, médaillé à plusieurs reprises aux Jeux Olympiques, donc l'entraîneur des Barjots. Et elle a été dotée d'un budget de 350 millions d'euros, juste pour fabriquer en fait des athlètes de très haut niveau pour les Jeux Olympiques de Paris. Et donc cette agence nationale, comment elle permet aussi de faire des meilleurs athlètes? Elle lance des appels d'offres qui vont viser, qui vont cibler le monde académique, donc nous, par exemple. Et ici, ils ont demandé au CNRS de piloter un groupe de réflexion sur le sport et activité physique, dont l'objet est de favoriser les recherches pour améliorer les performances. Donc il y a des études qui seront faites à Toulouse, par exemple au LAS, en soufflerie, pour améliorer les forces de friction, améliorer l'aérodynamisme dans certaines disciplines, etc. Il y aura des études qui seront faites pour améliorer les équipements, il y aura des études qui seront faites pour améliorer les techniques de préparation ou les aspects technico-tactiques des différents sports. Et donc l'objectif, évidemment, pour Claude Onesta et pour nos politiques, c'est d'augmenter le nombre de médailles au JO de Paris. Alors, un exemple qui a été extrêmement frappant, évidemment, dans le domaine des records et dans l'histoire des Jeux Olympiques, c'est l'introduction d'une combinaison en polyuréthane. Ici, c'est Michael Phelps, donc un athlète américain, un nageur américain que vous connaissez sans doute, qui est, on va dire, donc un nageur de très haut calibre, qui a gagné de très nombreuses épreuves aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Quand en 2008, donc, l'équipementier Speedo a développé une combinaison en polyuréthane, la LZR Racer, qui a été donc validée par la Fédération internationale de natation, on se rend compte que vous voyez, on a amélioré les performances de plus de 3%. Donc on avait une évolution, on va dire à peu près sur une pente, une progression constante, et puis paf, à un moment donné, on s'écarte de cette courbe parce qu'on a un équipement qui améliore subitement les performances. En fait, avec cette combinaison, on a eu 25 records du monde et 65 records olympiques qui ont été battus juste sur les JO de Pékin en 2008.
Et mieux encore, ici c'est l'équipe d'Australie avec la combinaison. En 2 ans, avant que la Fédération internationale de natation ne décide de retirer finalement l'usage de cet équipement, il y a eu 255 records battus, dont 108 records du monde, rien qu'avec cette combinaison. Tous les records finalement qui ont été établis depuis en 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 800 mètres nage libre, ils ont tous été établis avec cette combinaison, aucun n'a été battu depuis. Seulement 2 records du monde n'ont pas été battus. Voilà, donc la technologie, elle peut vraiment avoir un impact important sur la performance. Très clairement ici, cette combinaison en polyuréthane, elle diminue la traînée passive jusqu'à 24%. Elle diminue, donc elle augmente la flottabilité et donc évidemment, elle augmente la vitesse de déplacement dans l'eau et elle diminue la résistance dans l'eau. Si on regarde, donc ça j'ai repris un tableau qui avait été produit par les chercheurs de l'IRMES. Si on regarde ici l'évolution de performance sur 10 épreuves historiques, des épreuves qui reposent en particulier de façon assez marquée sur la technologie, par exemple les transats, on se rend compte que, donc ici ce tableau, c'est toujours avec leur modèle mathématique pour essayer de prédire les maxima d'atteinte des records et l'année à laquelle ces maxima seront atteints. On se rend compte que pour les disciplines comme les transats, on a encore le temps. C'est-à-dire que la technologie nous réserve encore de bonnes surprises et nous permettra probablement d'améliorer de façon très marquée les records. Je ne suis pas un grand spécialiste des transats, mais ce que je constate quand je suis un petit peu la route du Rhum ou les différentes épreuves, on se rend compte que chaque année, on nous dit que finalement, on peut faire le tour du monde plus vite et en moins de 2 jours que les années d'avant. Donc ça veut dire que la technologie améliore probablement les records des navigateurs. Il y a un exemple qui est marquant aussi, c'est celui du record de l'heure en cyclisme. Si on regarde celui du record de l'heure, on se rend compte que on est actuellement à 99,79% du maxima, c'est-à-dire qu'on est très proche de la fin. La marge de progression va être infime. Et donc, on atteindrait potentiellement un record qui ne serait plus battu en 2026. Donc, on en est proche, on se rapproche. Si on regarde de Eddy Merckx à Victor Campenaerts, qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, en 72, Eddy Merckx, il établit un record de l'heure sur un vélo, vous voyez, avec, bon, il faut dire, moi je suis cycliste, mais avec 0 aérodynamisme, un vélo de 9,7 kg. Vous voyez, il a une tenue, il n'a pas de casque profilé, il est, on va dire, les bras ouverts, etc. Donc 0 aérodynamisme. Il a pourtant roulé presque à 50 à l'heure, pendant 1 heure. Et en 2019, Victor Campenaerts, qui est le champion d'Europe actuel du contre-la-montre, qui est un Belge, lui, avec un vélo de 7,5 kg, avec évidemment un aérodynamisme étudié, avec aucune prise au vent, aucune soudure, rien, et surtout un guidon imprimé en 3D plus petit, etc. Il a été capable de, évidemment, parcourir plus de 55 km en 1 heure. Donc c'est un gain de performance exceptionnel, 11,4%. 11,4%, vous voyez, en une cinquantaine d'années. Donc la technologie, elle a permis d'augmenter ces records-là. Maintenant, jusqu'à quand? Vous voyez, on se rapproche de la fin. Cependant, si on regarde sur les 30 dernières tentatives, le record a été battu 30 fois. Donc ça veut dire que la technologie amène chaque fois un élément supplémentaire pour aller un petit peu plus loin. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Eliud Kipchoge, donc le recordman actuel du monde de marathon, qui est finalement, c'est dans le thème, c'est sa citation, je vous en ai mis 2. Il pense évidemment qu'aucun humain n'est limité. Donc je ne sais pas s'il le pense à juste titre, peut-être que ça aurait été intéressant qu'il vienne écouter la conférence, mais ça lui aurait peut-être pas trop plu.
Il pense également que, évidemment, la douleur n'est rien de plus qu'un état d'esprit. Ça, je crois qu'il a peut-être raison, c'est-à-dire que ça fait partie de cette qualité d'athlète qui continue à fournir un effort, même dans la douleur. Donc, je vous ai mis cette image parce que vous n'êtes pas sans savoir que la barrière mythique des 2 heures au marathon a été brisée donc récemment, c'était le 12 octobre dernier, par un challenge qui avait été lancé par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, le patron du Team Ineos, qui est un gros groupe pétrochimique ou chimique, de chimie. Donc voilà, on y reviendra avec le dopage. Donc ce record n'a pas été évidemment homologué parce qu'il a été fait dans des conditions assez particulières. Les conditions particulières, c'est celle-ci, c'est-à-dire que en fait, tout a été étudié potentiellement pour qu'il brise ce record. On lui a mis la science au service du record, c'est-à-dire que tout a été pensé. Il a été sur un circuit avec les 800 premiers mètres en descente pour faire une économie d'énergie qui lui aurait servi pour accélérer sur les quelques derniers hectomètres. On lui a mis 7 lièvres en permanence pour diminuer les forces de frottement qui s'opposent à son déplacement. On lui a mis des chaussures assez exceptionnelles, donc des chaussures qui sont des Vaporfly, qui diminuent l'économie de course de près de 4%, donc c'est des semelles magiques. Et on lui a mis également un revêtement tout neuf, un parcours absolument tout droit, c'est-à-dire c'était 4,5 km dans un sens, aller-retour en boucle, donc 4 boucles. Et ensuite, on lui a mis aussi des véhicules avec, vous voyez, une ligne ici avec un faisceau vert qui lui donne le tempo finalement à suivre. Donc dans toutes ces conditions-là, Eliud Kipchoge, il a pu briser le record mythique passer sous la barre des 2 heures au marathon. Il a même pu accélérer dans les 400-500 derniers mètres, pour ceux qui l'ont vu en direct. Donc il finit avec un temps de 1,59,40. On a l'impression qu'il a encore, comme on dirait dans le jargon, dans le coffre potentiellement 1,58. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller encore plus vite. Mais évidemment, tout ça, c'est pas sur un marathon dans des conditions standards, donc ça n'a pas été homologué. On peut mettre ça sous le compte d'un cas de dopage technologique, c'est-à-dire que concrètement, est-ce que sans tout cet artifice, il aurait été capable de briser ce record? Probablement que la réponse est non. Dans potentiellement les impacts de la technologie, j'ai voulu prendre cet exemple qui est l'exemple de Oscar Pistorius, donc un athlète sud-africain, je ne parlerai pas de la suite évidemment, qui est le premier exemple d'athlète double amputé, qui a couru au JO de Londres avec les valides et qui se qualifie pour les demi-finales en faisant 2e de sa série aux 400 mètres. Donc voilà, on est potentiellement dans un exemple d'homme augmenté, c'est-à-dire où visiblement la science peut augmenter les potentialités et donc permettre à un double amputé de courir aussi vite qu'un valide. Et puis évidemment, il y a la quête ultra-physiologique du situs, donc pour aller plus vite, il y a les affaires de dopage. Alors les affaires de dopage, elles ont commencé très tôt, dans les années 60, avec évidemment, pour ceux qui aiment le vélo, et la petite reine, donc Simpson, dont la stèle se trouve au Mont Ventoux, qui malheureusement a succombé d'un arrêt cardiaque après avoir ingéré probablement trop d'amphétamine dans les années 60. Et puis après, il y a eu, évidemment, je vous en parlais, le scandale du dopage sur les Jeux Olympiques de Séoul en 88, avec la République démocratique allemande qui dopait ses coureuses de fond et de demi-fond à l'hormone de croissance et aux stéroïdes anabolisants. L'affaire Ben Johnson, évidemment, qui a été destitué de son titre 3 ou 4 jours après avoir été contrôlé positif au JO sur la finale du 100 mètres. Et également, évidemment, ici c'est Florence Joyner, qui est encore à l'heure actuelle la détentrice du record du monde
de 100 mètres qui, évidemment, il y a de fortes suspicions sur l'établissement d'un record sous stéroïdes anabolisants, sachant qu'elle a succombé à un accident vasculaire cérébral fatal à 38 ans, peu de temps après, enfin quelques années après avoir battu ce record. Il y a en 93, évidemment, le scandale des Chinoises et des coureuses de fond dopées à l'hormone de croissance, qui avait, on va dire, dans toutes les disciplines de demi-fond, bradé tous les podiums. Et ensuite, donc on est hors athlétisme, on est dans le cadre du vélo, mais évidemment, en 98, l'affaire Festina qui a entaché le Tour de France avec l'EPO, et évidemment Lance Armstrong destitué de ses 7 titres, 7 Tours de France pour autotransfusion et prise de PO. Alors, ces produits dopants, ils servent à quoi et en fait, pourquoi ça intéresse les sportifs? Ben, ça intéresse les sportifs parce que les stéroïdes anabolisants, par exemple, pour les sports de sprint, on a dit qu'un des déterminants importants de la performance, c'était la puissance musculaire. Évidemment, ils permettent de prendre de la masse, et donc de la force, et donc de la puissance. Voilà, 3% en fonction des études, ça peut être bien plus. Puis il y a les corticoïdes aussi, qui peuvent également, en fonction des sports, diminuer la douleur, le ressenti de fatigue, diminuer le stress, et aussi avoir des effets bénéfiques sur la récupération. Il y a l'érythropoïétine, le PO, qui évidemment a été mis sur le marché en 89 et puis aussitôt suspendu en 90 par l'Agence mondiale du dopage, qui permet d'améliorer les performances de 6 à 10%. Ça, c'est théorique parce que ça peut être bien plus, évidemment, en fonction de la personne qui va prendre le PO. Un athlète de très haut niveau, il va peu améliorer ses capacités. Un amateur de petit niveau, il peut améliorer beaucoup plus. Et après, il y a également aussi la transfusion sanguine, qui consiste à s'extraire du sang, le stocker quelque part, refaire son stock de sang de façon naturelle, et puis, avant les compétitions, se réinjecter une poche de sang pour augmenter artificiellement sa quantité de globules rouges et donc ses performances. Alors, cependant, évidemment, il y a des effets indésirables importants. Pour les stéroïdes anabolisants, malheureusement, Florence Joyner, elle en a fait les frais. Il peut y avoir évidemment, vous voyez, différents problèmes, donc cancer, des attaques, atrophie des testicules, impuissance, voilà, et puis un retentissement aussi sur le comportement avec des troubles type agressivité, etc. Pour ce qui est de l'EPO et des produits, on va dire, activités hormones de croissance ou somatotropes, il va y avoir des impacts sur le squelette, des impacts sur la viscosité sanguine, avec des risques d'embolie pulmonaire et de mort subite. Et enfin, pour les stimulants type amphétamine et cocaïne, évidemment, troubles du rythme, donc aussi risque de mort subite, hypertension artérielle et évidemment des phénomènes de dépendance qui peuvent s'installer. Alors, du coup, pour essayer de lutter contre ces dérives et ces pratiques, évidemment, l'Agence mondiale a été créée en 90, l'Agence mondiale de lutte contre le dopage, autrement appelée WADA, a été créée en 1999, et le but, c'était de essayer de faire la chasse à l'utilisation de substances et de procédés qui étaient de nature à modifier ou augmenter les capacités des sportifs, ou en masquer l'utilisation. Parce qu'évidemment, sur la liste des produits dopants, il y a de nombreuses substances qui sont utilisées par des médecins endocrinologues ou cardiologues pour, par exemple, l'hypertension artérielle, pour augmenter l'élimination des produits dans les urines. Donc là, je vous ai fait je suis allé un petit peu naviguer sur le site, et en fait, sur le site, vous voyez qu'il y a différentes catégories de substances qui sont, on va dire, la cible des contrôles. Donc toutes substances qui sont dites ergogéniques et qui peuvent avoir des effets, on va dire, positifs sur la performance. Il y a aussi des techniques de manipulation ou des méthodes interdites. Donc c'est les manipulations de composés du sang ou l'administration de composés qui ont la capacité, par exemple, à transporter l'oxygène, comme les produits perfluorochlorés,
ou éventuellement le dopage génétique. Dopage génétique, je ne vais pas vraiment en parler, mais on pourra en débattre si vous souhaitez. Alors évidemment, l'Agence mondiale a été créée et ensuite elle a mis en place des contrôles inopinés. Et donc, parmi les disciplines les plus contrôlées, on retrouve évidemment le cyclisme et l'athlétisme. Vous voyez que globalement, ici c'était des données qui ont donc de l'antenne française de lutte contre le dopage, c'est des données qui datent de 2012. Vous voyez que globalement, il y a des anomalies sur 12 à 15% des échantillons qui sont contrôlés sur plus de 1000 contrôles. Mais il y a tout un tas de disciplines qui sont beaucoup moins contrôlées, pour lesquelles il y a des pourcentages aussi relativement élevés. Et probablement qu'il y a une sous-estimation des chiffres, parce que si on augmentait le nombre de contrôles, on aurait des surprises. Notamment dans les sports collectifs et peut-être aussi particulièrement dans le rugby. Donc, si on regarde ici l'évolution du nombre de contrôles ou du nombre de coureurs contrôlés positifs au Tour de France depuis la fin des années 90, en 98, 53% des coureurs contrôlés étaient positifs, potentiellement. Il y avait des anomalies sur les échantillons. Et on voit qu'aujourd'hui, ce pourcentage a substantiellement baissé. On contrôle évidemment plus souvent les vainqueurs que les autres. Et donc avec des contrôles inopinés et on va dire des méthodes qui permettent un suivi des paramètres biologiques des sportifs, on a réussi à minimiser un petit peu l'impact du dopage sur certaines disciplines, en particulier le cyclisme. Alors le principe du passeport biologique, c'est qu'en fait, on va enregistrer plusieurs paramètres biologiques, en particulier donc dans le cas des cyclistes ou des sportifs d'endurance comme les marathoniens, des paramètres liés à l'hémoglobine et à l'hématocrite. L'hématocrite, c'est, on va dire, la place qu'occupent les globules rouges dans le sang, et l'hémoglobine, c'est finalement ce qui porte l'oxygène dans les globules rouges. Un athlète sain, il va avoir des paramètres plutôt stables dans le temps sur plusieurs années. Un sportif douteux ou quelqu'un qui va probablement recourir à des méthodes, on va dire, pour moduler un petit peu ces paramètres, c'est un sportif qui va avoir des fluctuations importantes. Par exemple, le sportif B, il va être autour de 40% d'hématocrite et subitement il va monter à 50%. Celui-là, il est douteux. D'accord ? Donc c'est peut-être aussi comme ça qu'aujourd'hui on arrive à lutter plus efficacement contre les dérives et l'utilisation de ces produits-là. Cependant, évidemment, c'est pas parfait. Je vais y revenir ensuite. Alors dans les grandes nations qui ont été relativement efficaces pour, on va dire, rafler des médailles en trichant ou en se dopant, la Russie fait partie des géants. Si on regarde un peu le nombre de médailles qui ont été retirées au JO, vous voyez très clairement la Russie arrive en tête. Si en plus on indexe à la population, c'est encore pire. Sur 140 cas de dopage au JO de Londres et Sochi, donc sur les deux dernières Olympiades été-hiver, donc très récentes, sur 140 cas, 64 cas étaient russes, 40 médailles retirées. Donc c'est 50% quasiment des cas de dopage, ils étaient russes. À peu près 50%, 40%. Sur 118 sportifs russes, sur 387 qui étaient sélectionnés pour Rio, ont été suspendus. Un tiers. Vous voyez ? Donc voilà, les Russes, il y avait une sorte d'institutionnalisation du dopage pour laquelle donc ils ont été sanctionnés, et évidemment ils essayent aujourd'hui de mettre en place, ça les force à mettre en place des mesures beaucoup plus drastiques et peut-être à ce que les fédés ne couvrent pas ces pratiques. Dans les exemples récents également qui entachent un petit peu l'athlétisme, il y a les cas de dopage chez les Kenyans. Donc les Kenyans, on l'a vu, ils ont des capacités exceptionnelles pour le marathon et la course à pied. Cependant, en fait, on se rend compte que ici c'est une photo qui est prise dans le temple de la course à pied à Iten. Iten, c'est une petite ville dans l'ouest du Kenya, sur un plateau qui est situé à 2400 mètres d'altitude.
Donc il y a un camp d'entraînement et on va dire un foyer de recrutement des marathoniens de niveau international. Il faut savoir que les Kenyans, en 2019, sur les 100 meilleurs performeurs en marathon, 38 sont Kenyans. Donc globalement, il y a une suprématie du Kenya. Cependant, ici, si on regarde ce témoignage d'un médecin, c'est assez stupéfiant, c'est que globalement, ils utilisent de l'EPO dès l'entraînement. Donc évidemment pas pendant les compétitions, mais ils s'entraînent sous EPO pour essayer de repousser leurs limites et améliorer leur performance. Donc il y a là aussi encore une institutionnalisation du dopage, même chez ces athlètes-là. Alors quand je vous disais que c'était pas parfait, il y a des contrôles, on a des mesures potentiellement avec le passeport biologique pour essayer de démasquer les tricheurs quelque part. Cependant, c'est encore possible de tricher. Ici, je pense que certains d'entre vous l'auront vu passer. Stade 2 s'est prêté à une petite expérience. Elle a sélectionné des sportifs de niveau national. Donc ça a été évidemment accepté et validé par non seulement l'antenne française de lutte contre le dopage, mais également la fédération d'athlétisme, qui se sont prêtés à l'expérience de se doper pendant 1 mois avec des microdoses de dopants, de PO, d'hormones de croissance, de corticoïdes, et même ils ont subi de l'autotransfusion. Donc ils ont été un peu les cobayes d'une expérience. Mais globalement, les témoignages sont stupéfiants. Vous voyez, ce coureur à pied, il dit on change de planète. Donc en 10 jours, il ressentait déjà les bénéfices. Et sur un parcours de 24 bornes qu'il faisait quotidiennement pour l'entraînement, il a gagné 10 minutes. 10 minutes, c'est bon, pour les coureurs à pied parmi vous dans la salle, vous savez que c'est quelque chose de très très important. Ce qu'il dit, c'est qu'il avait l'impression de ne pas aller plus vite, par contre, il avait l'impression de jamais avoir envie de s'arrêter. Voilà, il n'était pas fatigué, il pouvait toujours plus, il avait pas mal aux jambes, et il avait envie de faire encore plus. Donc évidemment, en augmentant aussi la charge d'entraînement, on peut améliorer ses performances. Un autre athlète qui, sur des distances plus courtes, dit c'est pas humain. C'est pas humain parce que sur un 3000 en salle, il gagne 31 secondes. Et c'est que 4% de progression. Mais ça veut dire qu'en 2014, il serait passé du 41e rang mondial au premier rang mondial. Vous voyez ? Donc ça a un impact important. En moyenne, ils ont amélioré leur performance de 6,1%. Mais je vous disais, il y a des fourchettes qui peuvent varier jusqu'à plus de 10%. Puis il y a aussi également d'autres méthodes ou d'autres molécules qui évidemment ne cessent de sortir. La recherche expérimentale cherche des molécules pour éventuellement lutter contre les maladies. Et donc en ciblant par exemple le muscle squelettique. Et quand on cible le muscle, on peut le transformer avec des fibres plus oxydatives et donc plus endurantes. Et donc là, c'est un travail, donc on avait été contacté avec mon collègue Barsals par Le Monde pour commenter un article qui a été publié dans un journal par un chercheur américain qui montre que globalement, si on administre une molécule à des souris, on peut augmenter leur performance de près de 70%. Donc elles peuvent courir. Donc on force les souris à courir sur un tapis, elles peuvent courir jusqu'à 100 minutes de plus quand on leur administre cette molécule. Donc elles deviennent marathoniennes. Et en fait, ça revient à globalement faire en sorte que les personnes qui prennent cette molécule, ou les souris qui prennent cette molécule, elles vont utiliser davantage de graisse, elles vont épargner leurs réserves de sucre, donc de glycogène. Et vous savez que le glycogène, on l'a dit, c'est un facteur important pour la performance en marathon, en endurance. Donc plus on retarde la déplétion de ce glycogène, et plus évidemment on augmente sa performance. Ça revient potentiellement à diminuer, à retarder le moment contre lequel on va hit the wall, comme diraient les anglo-saxons, donc buter contre le mur. Ou le coup de marteau pour les cyclistes, comme Van Impe quand il a perdu le Tour contre Bernard Théveny. Il y a d'autres molécules encore qui sont aujourd'hui maintenant
qui sont sur la liste des produits dopants. La nouvelle mode, et ça c'est très récent, hein, c'est un article qui date de cette année, dans le monde du cyclisme, les cyclistes mettraient une petite molécule qui s'appelle l'AICAR, qui permet de rendre les muscles plus endurants et donc qui augmente aussi visiblement l'oxygénation des muscles. Donc ils se mettraient cette petite molécule dans les bidons directement, comme ça ils le consomment pendant l'effort et ils ont des bénéfices, on va dire, quasi immédiats. Donc tout ça pour vous illustrer que la course dopeur-dopé, elle est loin d'être finie et qu'il y aura toujours finalement des molécules qui auront des effets sur la performance et qui ne seront pas encore détectées ou détectables par les autorités de lutte contre le dopage. Puis il y a aussi le dopage mécanique. En 2016, au championnat du monde de cyclocross, Femke van der Driesche, c'est la première cycliste qui est officiellement condamnée pour dopage mécanique. D'accord ? Donc elle avait, pour les championnats du monde de cyclocross, elle avait un moteur, vous voyez un petit moteur ici dans son vélo, qui est détecté par une caméra thermique. Ce moteur, il permet de donner 40 à 50 watts supplémentaires pendant une vingtaine de minutes. Forcément, dans les difficultés, dans un petit tapette, sur par exemple une montée en vélo de route, ça peut avoir un impact très important. Donc j'arrive à la fin de mon propos. Donc on a vu que l'évolution des records stagnait de plus en plus, qu'on atteint les maxima, mais que évidemment par la technologie, par le dopage et par éventuellement des facteurs un petit peu aléatoires, on est capable potentiellement d'aller un peu plus loin ou toujours de briser ces records. La vraie question, c'est peut-être, donc je vous laisse avec ces réflexions de Albert Jacquard, donc généticien humaniste, qui a écrit un livre qui s'appelle Alto Jeu, qui dit que potentiellement la seule façon d'éviter donc le dopage et d'éviter la tricherie, c'est potentiellement d'éradiquer la cause, c'est-à-dire d'arrêter la compétition, et donc de stopper la course au record. Donc ça, c'est peut-être une question, c'est un peu plus philosophique, mais c'est quelque chose qu'on peut débattre. Et enfin, cette célèbre citation que probablement vous connaissez, de Ethelbert Talbot, qui était un évêque de Pennsylvanie, qui disait que le plus important finalement au JO, mais dans tous les domaines sportifs, c'est pas tellement de gagner, c'est peut-être tout simplement de prendre du plaisir, de se battre et de combattre. Voilà ce qui est le plus important. Donc je termine avec cette image, c'est que potentiellement on peut toujours dépasser les limites, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, j'ai touché à mes limites, mais il faut être quand même conscient des risques. Donc je vous remercie pour votre attention.